qui a inventé la CNV. Alors, qui a mis, je dirais, des mots, un cadre, une structure, je dirais, sur quelque chose qui est naturel. Qui a mis, je dirais, voilà, de la matière autour de quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain, et même j'élargirais à tout le vivant, hein, et qui a mis des mots pour nous permettre d'accéder à quelque chose qui est naturel en nous. Alors, on a eu des personnes comme Gordon ou comme son nom a du mal à me revenir, tu vas peut-être m'aider là-dessus. Le maître Carl Rogers, hein, pour moi le maître de l'empathie, donc des personnes qui au siècle dernier se sont interrogées justement sur l'humain, les relations humaines, et ont commencé à décrypter, analyser le comportement humain et qu'est-ce qui faisait que les humains vivaient des relations de paix, d'écoute, et qu'est-ce qui faisait qu'elles vivaient des relations plutôt de tension, voire de guerre. Marshall Rosenberg, hein, qui a fait des études de psychologie, s'est intéressé aussi à ces travaux, et notamment ceux de Carl Rogers et d'autres, hein, et à partir de ces travaux-là, a arrêté d'être psychologue clinicien, de mettre des étiquettes sur des gens. C'était son job quand il a appris la psychologie comme ça. Mettre des étiquettes, dire ok, celui-là il est schizophrène, celui-là il est psycho-machin, celui-là il est psycho-truc. Et il se rendait compte qu'en leur mettant des étiquettes sur le front, les personnes avaient du mal ensuite à enlever cette étiquette. Et puis même s'approprier même cette étiquette. Et se dire après tout, moi je suis schizophrène, et donc voilà, c'est normal que je sois malade, donc c'est normal que j'ai ce genre de comportement où je suis psycho-rigide, et donc c'est normal que j'ai du mal à communiquer comme ça. Et donc se rendre compte que ça n'aidait pas les personnes à évoluer, à guérir entre guillemets, à accéder à un mode de vie, je dirais, vers la santé, et arrêter d'être psycho-rigide, je dirais. Donc à décider d'arrêter de mettre des étiquettes sur ses patients et carrément quitter cet environnement-là pour aller à la rencontre des gens et découvrir sur le terrain qu'est-ce qui faisait que des personnes communiquaient, vivaient d'une certaine façon, et qu'est-ce qui fait que d'autres vivaient d'une autre façon, plus satisfaisante, moins satisfaisante. Et il a fait divers jobs comme ça, et jusqu'à comprendre qu'au fond, découvrir que tous les humains, à la base, sont paix. Tous les humains. Que même le pire dictateur, même le pire bourreau, les étiquettes qu'on pourrait leur plaquer, au fond, leur aspiration profonde partent de reconnaissance, de paix, d'attention, de considération, etc. Le souci, entre guillemets, c'est que sur le chemin, ils ne trouvent pas de personnes qui les aiguillent ou qui les éclairent sur leurs aspirations, mais plutôt des conditionnements moraux, sociétaux, culturels, religieux ou autres, qui leur indiquent que c'est comme ça et pas autrement. Et donc se retrouve à utiliser des moyens, des façons de faire, des stratégies pour vivre la paix, par exemple, ou la considération, en tuant l'autre, par exemple. Au moins je suis sûr que là, j'ai raison. Ou en faisant la guerre, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, on met des millions, des milliards d'euros, de personnes aussi, pour se battre contre d'autres pays,
Et on va faire la guerre, au fond, pour avoir la paix. On voit bien qu'au fond, c'est ce qui nous meut à l'origine, c'est vivre en paix. Et pour ce faire, l'idée que l'on a, ou l'habitude que l'on connaît, c'est que pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Et donc on va mettre ça en œuvre dans son couple, dans sa famille, dans son environnement, dans son travail. On va faire la guerre. Alors des guerres pas forcément qui vont tuer physiquement, mais qui vont tuer moralement, psychologiquement, humainement, l'autre, pour arriver à ses fins. Mais on se rend compte très vite, et moi je me suis rendu compte que ça coûtait cher à moi-même et aux personnes avec qui je vivais. On le paye très cher en termes de santé. C'est pour ça que j'ai choisi à moi de cesser ces stratégies-là pour voir comment faire, comment vivre autrement ces élans de paix, ces élans d'attention, de considération qui sont naturels en moi comme en chaque personne. Et donc, Marshall Rosenberg, en tant qu'humain, qui, de par ses origines, vivait aussi une ségrégation religieuse, culturelle, raciale, là où il vivait, aux États-Unis, s'est interrogé qu'est-ce qui fait que des personnes vivent cela avec moi et comment moi je pourrais éviter de tomber là-dedans, dans ces stratégies qui ne me conviennent pas, que je n'ai pas envie de choisir pour vivre ma vie. Et donc, ça a été un long périple pour lui. Il a commencé dans les années 60 à peu près, à se questionner là-dessus. Et progressivement, il s'est rendu compte que ce qui créait cette violence, c'était souvent des idées que l'on a sur l'autre, ou sur la situation, ou ce qu'a dit l'autre. S'il dit ça, c'est parce qu'il a une idée derrière la tête. Ça parle, ça. S'il dit ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Et tout de suite, on part à partir d'idées, et on va se construire un film. Et c'est ce film qui peut nous mettre en tension, en difficulté, en relation erronée avec l'autre, et nous mettre en guerre, parce qu'on se dit que tiens, s'il a fait ça, c'est probablement que... Et là, on peut se tromper, et on se trompe souvent, et on ne va pas vérifier. Est-ce que c'est cela, son intention? Et c'est ce qui crée les guerres, les conflits, les idées que nous avons sur l'autre, et l'autre il a les mêmes sur nous. Et on se retrouve à avoir des idées, des points de vue différents, et on prend ces points de vue, ces idées, ces croyances comme étant des vérités. Mais profondément, et on en est sûr même, au point qu'on s'envoie des missiles, des scuds, et différents de... Est-ce que quand tu me dis ça, tu peux me dire c'est quoi ton intention au fond? Qu'est-ce que tu veux me dire derrière ça? Ou quand tu fais ça, au fond, j'aimerais bien découvrir, me relier à pourquoi tu fais ça. J'imagine qu'il y a une intention et j'aimerais bien la découvrir avec toi. Non, on ne fait pas ça. On analyse, on pense, on réfléchit. Parce qu'on a beaucoup développé ça à l'école, et ça sert. On fait des mathématiques, on fait plein de choses comme ça. Et on n'a pas appris à vivre nos relations. Donc on va essayer de gérer nos relations de façon mathématique. A plus B égale C. S'il fait ça et ça, c'est que forcément, c'est pour faire ça. Et donc moi, pour arriver pareil aussi à mes fins, je vais faire ça, 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 donc ça va faire ça. Si je fais ça, si je le punis, je suis sûr qu'il ne le refera plus. A plus B égale C. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc c'est le constat, c'est ce constat qui a amené Marshall à étudier comment proposer aux humains d'accéder à l'origine, avant même la pensée. Il y a quelque chose avant la pensée, c'est ce que j'appelle l'origine,
c'est la vie en soi. C'est cet élan que nous avons naturellement, spontanément. Comment y accéder? Et il a créé ces 4 étapes. La première étape étant l'effet, l'observation, l'effet, pour nous aider à sortir de ces idées que j'en ai, c'est ce que je crois, c'est ce que j'imagine, j'en suis sûr même, et être sur qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été vu, qui puisse être partagé réellement, pour que nous ayons ensemble un point de vue, c'est-à-dire un endroit où nous nous situons, où nous regardons, commun. Première étape fondamentale, si on regarde chacun de son côté, il y en a un qui voit le pôle Nord, l'autre le pôle Sud, quelque part. Il va se dire, oui, mais le pôle Nord, c'est pas pareil que le pôle Sud. C'est clair. Mais l'autre va dire, oui, mais moi, je vois ça. Et donc, je suis sûr que c'est comme ça, le monde. Mais c'est normal, puisqu'il est au pôle Nord, il voit le pôle Sud. Donc, pour lui, la Terre, elle se déroule de cette façon-là. Il verrait une carte du monde avec les continents agencés de telle façon. Si on se positionne de l'autre côté, on va dire, non, les continents, ils sont positionnés de ce côté-là. C'est pour ça qu'on a placé la Terre, quand on regarde la Terre telle qu'on la voit aujourd'hui, avec le pôle Nord et le pôle Sud, le pôle Nord en haut et le pôle Sud en bas, pourquoi on ne le mettrait pas dans l'autre sens? Et ça changerait complètement le point de vue sur la planète. L'Europe, etc., il serait en bas. Et l'Australie, ce serait en haut. Et l'Afrique, elle serait aussi en haut. Donc au nord, il y aurait l'Afrique, et au sud, il y aurait l'Europe. On aurait tout de suite, et j'invite à faire cet exercice, on a tout de suite un point de vue, une approche différente. Et donc cette première étape est fondamentale, et puis il a créé d'autres étapes qui nous permettent, au fond, d'accéder à la motivation naturelle, intrinsèque de tout le vivant, de tous les êtres humains, pour accéder à cet espace que j'appelle de l'abondance. On pourrait dire non violent, mais non violent, ça ne dit pas ce qu'il y a, ça dit ce qu'il n'y a pas. Un endroit de paix, un endroit d'attention, un endroit de considération, un endroit de créativité, un endroit de plénitude, etc. Ça nous permet d'accéder à un endroit extraordinaire, infini, illimité, une ressource. Voilà ce que Marshall a touché et a voulu mettre en forme, et dans les années 60, 70, donc adapté aussi à l'environnement de ces années-là, où l'être humain, la conscience humaine, la psychologie humaine était en pleine évolution, comme elle est encore aujourd'hui. Et pour ça que pour moi c'est un processus qui est vivant et que je vois évolue aussi, parce que l'être humain, la conscience humaine aussi évolue. C'est pour ça que j'ai fait évoluer certaines parties de ce processus, parce que tout simplement plus adapté aujourd'hui à l'évolution de l'humain et de la conscience humaine. Donc merci Marshall d'avoir été le précurseur de cette structure qui nous permet de se relier à soi pour vivre de façon pleine, juste, alignée avec soi et avec les autres, et avec aussi son environnement. Je dirais de façon écologique. Moi j'appelle ça un processus d'écologie globale, puisque là-dedans on va retrouver comment je mange, comment je vis, où j'habite, comment je construis, comment je fais attention à moi, comment je fais attention aux autres êtres humains, comment je fais attention aux autres êtres vivants également. On n'est pas les seuls êtres vivants, il y en a d'autres. Il y a des animaux, il y a des insectes, il y a des végétaux, il y a des minéraux, il y a de l'air. Comment on apprend à vivre avec tous ces éléments qui nous constituent intérieur-extérieur. Donc un processus extrêmement riche, qu'a pour moi initié Marshall Rosenberg. Il nous a offert un cadeau extraordinaire, à nous de savoir l'appréhender et je dirais de l'amplifier.
Pour moi, le processus n'est pas une fin en soi, c'est un processus dynamique qui nous a offert et à continuer à dynamiser. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, là où j'en suis, on se reverra dans 20 ans, il y aura encore quelque chose qui aura évolué, un approfondissement. Ce sera fait tout simplement parce qu'on évolue.